comprenez, c'est ces paroles qui me reviennent tout le temps et c'est pour ça que j'ai pris le couteau. Est-ce qu'on tue quelqu'un parce qu'il vous annonce qu'il va vous quitter? Non, on ne tue pas quelqu'un quand il m'annonce qu'il... Mais c'était pas moi, c'était sous la colère. Et c'est la colère qui a mené à ça. C'est l'alcool, la colère, le désespoir, je ne sais pas. Je ne voulais pas ça. J'entends bien, madame, mais vous êtes quand même responsable de vos actes. Oui. On est d'accord? Oui. Est-ce que le couteau, vous ne le cachez pas sous l'oreiller en se disant, si j'arrive à me réconcilier sur l'oreiller avec lui, je ne l'utilise pas, et s'il n'accepte pas que je reste, là, je l'utilise? Est-ce que ce n'est pas un peu le pari que vous avez fait en cachant ce couteau sous l'oreiller? Non. Est-ce que vous pensez que nier les évidences est un système de défense? Je ne nie pas les évidences. Je ne nie pas les évidences. Chacun appréciera. Chacun appréciera. Voilà, nous allons donc suspendre l'audience qui reprendra demain matin à 9 h. L'audience est suspendue. Merci. L'audience est reprise, nous pouvons nous asseoir. La seconde journée d'audience commence par l'étude de la personnalité de l'accusé. Le président fait lecture des expertises psychiatriques et psychologiques. L'accusé est reconnu responsable de ses actes, même si les experts soulignent ses fragilités psychiques. Il parle d'une personnalité marquée par des tendances paranoïaques et une profonde angoisse d'abandon. Ces expertises soulignent également le peu d'empathie dont fait preuve l'accusé envers sa victime. Monsieur l'avocat général. Oui, la psychologue vous interroge sur la procédure et puis vous ajoutez, en parlant de monsieur, et c'est 6 mois après les faits, depuis l'expertise médicale, il cherche la petite bête. Ah ben dis donc, il cherche la petite bête. Il a failli mourir et vous dites depuis l'expertise médicale, il cherche la petite bête. Vous trouvez que vous avez beaucoup d'empathie pour lui, 6 mois après les faits? Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Est-ce que vous la rediriez aujourd'hui? Non. Alors pourquoi vous l'avez dite? Pourquoi vous avez dit il cherche la petite bête? Il aurait peut-être fallu qu'il dépose pas plainte contre vous, je ne sais pas. Expliquez-moi cette phrase, il cherche la petite bête. Il y a une réponse? Il n'y a pas de réponse? Je constate qu'il n'y a pas de réponse. Vous avez indiqué aussi, c'est au début, qu'il profitait de vous depuis le départ, depuis le début. En quoi il a profité de vous? Vous êtes venu s'installer chez lui, il vous a aidé à déménager, vous avez été hébergé chez lui, il vous faisait rien payer, il vous véhiculait. En quoi il a profité de vous? Expliquez-moi, parce que je ne comprends pas. J'ai encore de la colère contre lui, la colère. Est-ce que c'est pas lui qui devrait être en colère? Si. Alors pourquoi vous êtes en colère 6 mois après les faits? La colère du geste que j'ai fait, la colère que je m'en voulais beaucoup, ça me faisait mal. Vous comprenez pas? Vous êtes en colère contre vous, mais c'est contre lui que c'est lui que vous critiquez, madame. Je vous comprends, mais en colère. Quand on est en colère contre soi, me semble-t-il, on ne dit pas du mal des autres. C'est parce que je ne voulais pas, j'ai jamais voulu que ça arrive, j'ai jamais voulu la colère. Vous comprenez ce que c'est quand vous êtes mal à l'intérieur de vous? On revoit votre agressivité surgir, madame, ce qui n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas le but que je cherche. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Alors, madame, là-bas... Oui, c'est... L'enquête de personnalité souligne l'isolement affectif de l'accusée depuis l'enfance. Serveuse, caissière, auxiliaire de vie, elle a occupé divers emplois mais ne s'est jamais insérée durablement dans une entreprise. Sa vie affective est également chaotique. Mère de 3 enfants de 2 pères différents,
l'accusé s'est fâché avec l'ensemble de ses proches et n'a plus que des relations épisodiques avec sa fille et son père. Ce dernier est le seul membre de sa famille à témoigner. Vous avez la parole pour les parties civiles. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, Mesdames et Messieurs les jurés, mon client, il est vivant. Mais c'est un survivant. Rappelez-vous les paroles du directeur d'enquête hier matin qui vous a décrit un homme à demi nu, assis sur le trottoir, gisant dans son propre sang, avec une plaie au thorax. Rappelez-vous ce que vous a dit le médecin légiste. Vous a expliqué ce que c'était que le choc hémorragique. Il y a moins d'1 heure de survie. 1 heure, c'est le maximum. Mais s'il a survécu, il va devoir continuer à vivre en étant un homme différent de celui qu'il était. Un homme qui doit vivre avec le spectacle des cicatrices physiques de cette agression qui sont gravées dans sa chair à chaque fois qu'il se regarde dans un miroir. Et puis, surtout, les stigmates de cette terrible agression qui sont gravés dans sa tête seconde par seconde. Alors qu'il se pensait en sécurité dans sa maison, dans sa chambre, dans son lit, couché à côté de celle qui avait partagé sa vie, qu'il aurait pu aimer. Un beau gâchis. Un beau gâchis. Un beau gâchis qui ne génère pourtant ni hostilité, ni haine chez mon client, mais plutôt une interrogation perpétuelle. Pourquoi celle qui était sa compagne a voulu lui donner la mort? Et une nouvelle fois, devant cette cour d'assises d'appel, l'accusé se cache, à mon avis, derrière cette amnésie séquentielle. Elle ne va pas jusqu'au bout des choses. Elle n'apporte pas les réponses. Non, l'enjeu de ce procès, et vous le comprenez, je pense, sans difficulté, c'est la peine. C'est la peine. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, tout ce que souhaite mon client, c'est que votre décision et que plus largement cette ultime audience soit pour l'accusé le point de départ d'une authentique réflexion sur ses actes qui permettent de garantir que plus jamais elle ne tente de détruire ou de pourrir la vie d'un être humain. Parce que la vie est ce que chacun de nous a de plus précieux. La Cour vous remercie, maître. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur, Mesdames et Messieurs les jurés, moi, il m'appartient, en tant que magistrat du ministère public, de vous démontrer, mais là, la démonstration ne me semble pas très difficile, que l'accusé a bien commis le crime qui lui est reproché, et de solliciter de votre part une peine en répression de ce crime. Alors ce crime, c'est celui de tentative de meurtre sur conjoint. La tentative de meurtre, comme le meurtre, est punie à titre principal de 30 ans de réclusion criminelle, et le fait que la victime soit le conjoint de l'auteur est une cause d'aggravation qui porte à la réclusion criminelle à perpétuité, théoriquement, bien entendu, les faits qui sont reprochés à l'accusé. Alors, on entre dans le vif du sujet, avant cette scène de crime particulièrement gore que vous avez à juger. C'est cette prise de couteau. Monte-t-on dans sa chambre avec un couteau pour le mettre sous l'oreiller? Si ça vous est déjà arrivé, mesdames et messieurs, dites-le moi, parce que moi, ça ne m'est pas arrivé. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu faire en cachant ce couteau? Je crois qu'elle
elle a envisagé l'éventualité de s'en servir. Elle s'est dit, je cache le couteau et je tente une énième fois la scène de la réconciliation sur l'oreiller. Si ça marche, le couteau, je m'en sers pas. Et il ne le verra jamais, il ne le saura jamais. Et si ça marche pas, eh ben je le plante. Et elle la tente, cette scène de réconciliation sur l'oreiller. Elle la tente. Lui, il veut plus. Et à ce moment-là, elle comprend que c'est terminé leur relation. Et avec ses 2,67 g d'alcool, elle va prendre le couteau et elle va s'en servir. Elle va se servir de cette arme pour tuer. Pour tuer. Même si elle n'avait pas manifestement prémédité de le faire. À ce moment-là, il y a une colère qui s'empare d'elle parce qu'elle se sent abandonnée une nouvelle fois. On sait qu'elle a ce syndrome de l'abandon qui lui vient de son enfance, qui lui vient de son histoire, qu'elle est plus fragile que d'autres quand elle se sent abandonnée. Donc elle prend ce couteau. Ce couteau, soyons factuels, il mesure 27 cm avec une lame de 14 cm. C'est pas un canif, c'est pas un couteau suisse. C'est un couteau, une arme létale qui peut tuer. Et elle le sait. Eh bien, tout cela, la nature de l'arme, la force du coup, la localisation du coup, signe. Et surtout ce qu'elle a dit après, elle a tenu ses propos à l'oreille. Je te l'avais bien dit. En plus, signe l'intention homicide de façon très claire. Et cette intention qu'il ne s'en sorte pas se retrouve dans le fait qu'elle ne va pas appeler les secours. Alors, vous jugez un acte terriblement grave, vous jugez aussi une personne. Vous jugez d'abord une personne. Et vous ne pourrez pas et vous ne devrez pas faire l'économie de vous interroger sur celle-ci et ne pas rester à l'acte aussi terrible soit-il. D'abord, son positionnement a enfin évolué. Alors, il en faut du temps. Le chemin est long pour admettre l'évidence chez celle-ci. Mais elle l'a quand même admis. Elle a fini par admettre que ce coup de couteau, elle l'avait bien donné volontairement. Voilà pour moi la peine juste, 14 ans de réclusion criminelle. Voilà, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, Mesdames et Messieurs les jurés, le sens de mes réquisitions, en m'excusant d'avoir été un peu trop long. La Cour vous remercie. La Cour vous remercie, maître. Madame, levez-vous. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Je voulais encore m'excuser. Je voulais pas du tout faire ça. Et maintenant, je comprends et je continuerai toujours à comprendre les choses et à me faire suivre. Et je ferai le nécessaire pour... Je suis désolé. Mais je tiendrai ma parole. Les débats sont donc terminés. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons à présent nous rendre dans la salle des délibérations. Nous ne pourrons en sortir qu'après avoir pris notre décision. L'audience est suspendue. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Madame, à la question numéro 1 relative au fait de tentative de meurtre, la Cour a répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. À la question numéro 2 relative à la circonstance aggravante de ces faits liés à votre concubinage, la Cour a également répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. La Cour et le jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, vous condamnent à la majorité absolue à la peine de 15 années de réclusion criminelle. L'accusé est condamné à 15 ans de réclusion criminelle, soit 5 ans de moins que lors de son premier procès. Elle n'a pas formé de pourvoi en cassation. Le verdict est donc définitif.